Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Et demain, dans laquelle nous donnons la parole aux commerçants qui font bouger les choses. Aujourd'hui, on reçoit Marianne de The Social Family. Bonjour Marianne. Bonjour Louis, merci de me recevoir. Avec plaisir, comment vas-tu ? Très bien. Très bien. Eh bien, on va parler, évidemment, on va passer un petit peu de temps à discuter de Social Family. Est-ce que tu peux déjà commencer par nous parler de l'histoire de ton entreprise qui est assez différente de celle d'un commerçant habituel? Ni commerçant habituel. Tout à fait. Alors complètement. Alors The Social Family, ça a été à la base monté par mon associé Constance Genari, qui l'a créé en octobre 2013 sous la forme d'un blog. L'idée était de parler décoration à travers les personnes qui l'incarnent, à travers les familles contemporaines qui l'intéressaient fortement. Donc aujourd'hui, on est assez connu pour faire des reportages qu'on publie tous les mardis chez des familles, dans des vrais intérieurs, en France, donc à Paris, mais également en région, également à l'étranger, à Londres, à Milan, à Bruxelles, à New York. Et ce qui nous intéresse, c'est de comprendre un peu comment une famille a poncé son intérieur et comment son intérieur est le reflet d'une éducation, de voyage, comment la famille a réussi à mixer une commode héritée de la grand-mère avec un fauteuil de designer, avec un accessoire qu'il a ramené de ses périples ou une étagère Ikea. Et c'est ça qui nous intéresse fortement et qui nous inspire chaque jour. Donc on est né média et on est devenu e-commerçant puisqu'en 2017, on a décidé de lancer notre propre marque de décoration. Donc on design en interne, donc avec notre propre studio de création, avec des designers en interne, du mobilier, des luminaires, des accessoires de décoration, qu'on fait fabriquer en Europe. 95% de notre production est en France, en Italie et au Portugal, et qu'on vend à un prix bien pensé, en direct sur notre site internet, et depuis 1 an dans notre boutique rue Saint-Fiacre, pas très loin de vos premiers locaux. Nous fûmes voisins. Exactement. Rue Saint-Fiacre. Depuis septembre, on a un corner au BHV, au 4e étage. Et on vend également à des professionnels, donc des prescripteurs, architectes, décorateurs, ou directement à des groupes hôteliers, restaurants qui vont venir vers nous pour donc acheter notre mobilier et les placer dans leur lieu professionnel. Alors du coup, ouais, c'est vraiment le début de l'histoire, c'est un média, donc un blog, qui devient qui reste, qui existe encore et qui devient un e-commerce. Pourquoi cette transition, en tout cas cette invention? Est-ce que c'était vraiment, à force de parler à des familles, on se rend compte qu'il y a des besoins, que tiens, il y a tel ou tel meuble qu'on pourrait faire qui n'existe pas? Est-ce que c'est plus une envie personnelle? D'où est-ce qu'est venue cette idée de site e-commerce? Je dirais que c'est les deux. Déjà, c'est vrai qu'on avait la chance, à travers le média, de rencontrer chaque semaine des familles, de comprendre ce qui leur manque. Et donc ça, on avait vraiment une compréhension de notre futur client final qui était assez forte, et c'était dingue de pouvoir rentrer chez les gens, et de voir un peu comment ils mixent. Comment ça se fait d'ailleurs? Pourquoi est-ce qu'ils acceptaient quel type de personnes t'ouvrent comme ça son intérieur? Alors, des gens passionnés et passionnants d'ailleurs, mais des gens passionnés de décoration qui ont passé plusieurs mois, années à penser leur intérieur. Et donc c'est vrai que pour eux, aujourd'hui, on a près de 10 demandes par semaine de gens qui veulent être sur le site. Ah oui. Donc voilà, au début, bien entendu, c'est Constance qui allait chercher ces personnes, ces familles qui étaient sur le site. Au début, c'était des amis, puis des amis. Et donc aujourd'hui, comme je te le disais, on a à peu près 10 demandes par semaine de personnes, de familles qui veulent être sur le site, en France et à l'étranger. On a 35% de notre audience à l'étranger, donc c'est aussi une part assez importante. Et donc des gens qui viennent à nous parce qu'ils veulent partager leur passion de la décoration. Également aussi des professionnels pour lesquels la décoration est aussi leur travail, donc des architectes, des décorateurs. Bien entendu, passer sur The Social Family, c'est une très belle carte de visite, c'est montrer un peu qui ils sont et leur travail. Mais nous, ce qui nous intéresse, au-delà de la décoration, c'est aussi ce parcours de ces familles ou des personnes qui ont pensé leur intérieur. Et c'est pour ça que j'invite chaque lecteur à ne pas regarder que les images, mais également lire les interviews qui sont toujours très enrichissantes, en conseils déco, en parcours
parcours professionnel, en types de voyage également. Et donc c'est ça qu'il faut vraiment aller chercher sur The Associate Family. Au-delà, bien entendu, de grosse inspiration par les images. Ouais, c'est hyper intéressant, c'est très... alors moi ça me touche personnellement puisque j'ai eu un peu ce même côté où on a acheté il y a quelques années un appartement qu'on a fait refaire avec des architectes complètement à neuf, j'ai fait mettre des bibliothèques partout parce que j'ai un tropisme un peu bizarre, donc oui, moi j'ai passé beaucoup de temps aussi à regarder le blog, je fais partie des lecteurs. Des fans parfaits. Exactement, le fan parfait. Alors si on revient un petit peu sur le e-commerce, comment est-ce que vous gérez, comment est-ce que par exemple vous choisissez sur quoi travailler? Je me rappelle que récemment vous avez sorti par exemple un canapé modulaire, je crois que c'était il y a quelques semaines. Comment est-ce que ce genre d'idée vient? Est-ce que c'est des discussions avec des clients? Est-ce que c'est de la créativité de se dire tiens en fait on veut, voilà, d'où viennent les idées? Alors pareil, je dirais que c'est une confrontation des deux. Déjà une forte impulsion de la direction artistique, donc de Constance, donc mon associée qui aujourd'hui joue vraiment le rôle de directrice artistique. Constance, elle a un vrai savoir-faire sur le design, elle connaît l'histoire du design, elle a été éduquée par une mère qui passait sa vie au Puce de Saint-Ouen et à Drouot, donc elle a vraiment été éduquée dans le design. Donc c'est pas tout d'un coup on s'est pas dit allez faisons des meubles, c'était vraiment en elle de vouloir proposer du produit, forte de ses influences du coup de sa mère, donc française, et également de son père, milanais, donc un esthète à Milan, et donc ces deux influences l'ont vraiment éduqué sur le design et sur le produit. Donc ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui, et après c'est des années d'observation via The Associate Family, donc à travers notre média, comme je disais, une observation des familles contemporaines et de ce qui leur manque chez elles, de ce qu'elles aiment aussi. C'est également une observation du parcours lecteur. On voit aussi les articles qui fonctionnent, les recherches sur le site. Et donc, on va venir confronter une impulsion créative, une intuition, je dirais même, parce que souvent, Constance, elle va avoir une idée d'un produit, de travailler une matière, une forme, presque avant d'autres marques. C'est une intuition créative mise en scène, mise en 3D par notre équipe de designers, travaillée en partenariat avec nos fabricants et confrontée à un besoin identifié à travers le média, à travers les discussions qu'on va avoir avec les familles, mais également avec les architectes et les décorateurs. Parce qu'aujourd'hui, on est très proche des professionnels. D'ailleurs, on a créé un service dédié pour les professionnels. Mais on est très proche de cette communauté prescriptrice et qui va aussi nous dire ce qu'ils sentent en termes de manque sur le marché. D'accord, ce qu'ils pousseraient eux à leurs clients, ce qu'ils vont pousser à leurs clients. Et comment est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce cycle de vie de la création? Donc je comprends que l'idée, il y a une espèce d'idée qui vient de rencontre entre le besoin qui est ressenti et l'idée elle-même. Après, donc il y a quoi? Il y a un prototype, il y a une première série qui est fabriquée, qui est testée. Comment est-ce que tout ça fonctionne? Alors le cycle d'un produit, je dirais, donc en effet, ça part d'une intuition, d'une impulsion créative de Constance qui va piger, qui va donner plein d'idées du coup aux designers qui vont retravailler les formes, faire plein de tests en 3D. Après, donc, il va y avoir tout un design qui va être validé par Constance et par l'équipe marketing dont je fais aussi partie. On travaille après main dans la main avec les fabricants. On va envoyer cette 3D avec un cahier des charges bien précis nos cofabricants. Comme je disais, 95% de notre prod est en France, au Portugal et en Italie. Donc on travaille vraiment main dans la main avec nos partenaires qui sont souvent des PME familiales avec lesquelles on travaille depuis le début, donc vraiment avec une relation très étroite. On s'entend vraiment très bien avec nos fabricants. Et pas que d'un point de vue pro, on donne souvent des nouvelles aussi d'un point de vue perso. Et c'était très important aussi pour nous avec Constance de créer cette relation de confiance et de proximité avec nos fabricants. Donc on va travailler main dans la main avec nos fabricants sur la base des 3D. On va faire, on passe en phase de prototypage. Un prototype, 2 prototypes, 3 prototypes. On va tester l'esthétique, les lignes, aussi la sécurité, le fait que le design tienne bien. Sur un canapé, tu parlais du canapé Rotondo, donc notre canapé modulable qu'on a sorti en février dernier, juste avant le confinement et qui aujourd'hui fait partie vraiment de nos best-sellers. On a beaucoup travaillé la forme, le confort de la mousse et également travailler les textiles. On veut que ces produits soient conviennent à la fois
fois au B2C, mais également au B2B. Je parlais du côté professionnel qui est hyper important pour nous. Donc, par exemple, sur le canapé Rotondo, on est sur une mousse inifugée qui convient pour les normes professionnelles. Donc voilà, donc tout ça, ça va être disons, le cycle de développement. Et en plus, il y a une dimension qui est, à mon avis, assez spécifique à The Socialite Family. C'est Constance, quand elle va penser un produit, elle va penser à l'image finale du produit. Donc concrètement, comment je vais shooter le produit, comment je vais le mettre en scène avec d'autres produits de la collection, avec des pièces vintage chinées, avec un mur de couleurs. Et donc ça, on va aussi travailler ce produit-là en fonction de l'image finale qu'on va faire de ce produit pour le mettre à la vente. Donc voilà, une fois qu'on a le prototype validé, l'image bien en tête, là il y a plusieurs manières de le faire. Soit on se dit, et ça dépend d'ailleurs également de la typologie de produit, soit on dit, ok, on lance en production, quantité raisonnée, on travaille vraiment sur des petites séries pour éviter d'avoir du stock et du gaspillage dans une démarche RSE assez poussée. Donc soit on le met en production petite série, soit on va aller le tester auprès de notre communauté. Donc on va commencer à montrer des premières images qu'on va produire sur les réseaux sociaux pour voir comment ce produit engage notre communauté, s'il y a un coloris en particulier qui leur plaît davantage, s'il y a dans l'engagement sur ce produit. Là, ce qu'on appelle, c'est pour nous, on sécurise du coup la production qu'on va mener après, pour voir à quel point on est. On n'a pas sur le coup, j'imagine. Il y a quand même toujours cette question de si j'en fais un peu plus, ce sera plus. Ce sera moins cher, exactement. Et après, il y a certaines pièces qu'on va décider de fabriquer à la commande ou en petite série, mais une fois le process de distribution lancé. Donc, on va montrer une tête de série et on va prendre les commandes au fur et à mesure et on lancera la production à partir d'un certain nombre de produits commandés. J'imagine que ça, c'est pour les pièces les plus chères ou les plus compliquées. D'accord, les grosses pièces compliquées à faire. Et donc là, on essaie de jouer entre la désirabilité d'un produit, bien entendu son prix, à quel point c'est un produit accessible ou un produit plus engageant d'un point de vue budgétaire, mais également un canapé. On ne change pas de canapé tous les jours, donc il faut aussi sauf que ça tombe. Voilà, exactement, sauf quand on a des enfants. Ou sinon, il faut juste changer la housse. Nous avons travaillé sur notre canapé Rotondo est déhoussable, justement pour faire face aux besoins de nettoyage quand on a des enfants de bas âge. Je sais de quoi je parle, toi aussi je sais. Donc voilà, et c'est vrai, donc du coup on joue entre la désirabilité du produit, le budget, mais également un délai acceptable pour les clients. Et disons que c'est vrai que sur un luminaire, par exemple, ou sur des produits plus qu'on va appeler plus gifting, l'attente est plus difficile à accepter que sur un canapé ou une table basse en marbre où on va avoir plus l'habitude d'attendre. Donc bien entendu, on essaie d'avoir toujours des bonnes surprises pour nos clients et de les livrer toujours avant les délais impartis. Et sur les références qui tournent beaucoup, on essaie d'avoir des délais courts et produire en flux tendu pour pouvoir fournir et livrer nos clients au plus vite sans prendre trop de risques en termes de stockage, encore une fois dans une démarche de maîtrise des stocks. Donc voilà, donc je dirais que ça dépend, le cycle du produit dépend de la typologie du produit. Et une chose assez spécifique aussi dans le mobilier et qui est hyper intéressant, c'est qu'on est sur des designs qui peuvent durer des années et des années et des années. Donc on va avoir une phase de développement qui est longue, qui demande beaucoup d'aller-retour avec nos fabricants, avec l'équipe créa, avec l'équipe marketing pour voir comment on met ça en lumière. Mais sur un même design, on peut espérer en vendre plusieurs. C'est pas la collection de la saison, quoi. Et non, exactement. Il n'y a pas de notion de collection. On va bien entendu animer certains produits en fonction des saisons, avec un textile particulier, des couleurs particulières, une matière particulière qui sera plus dans l'air du temps. Et on aime d'ailleurs animer nos iconiques avec soit des séries limitées ou avec des tissus particuliers. Mais un design chez The Socialite Family, et c'est le cas chez beaucoup d'éditeurs, ça peut durer des années. C'est ça la beauté aussi de ce secteur, cette industrie, c'est qu'un design peut perdurer des années. Et aujourd'hui, et quand on voit le succès de tous les modèles qu'on appelle aujourd'hui vintage, mais qui sont pour beaucoup réédités, des années 50, 60, 70,
c'est chouette de voir que voilà, les produits sur lesquels on travaille aujourd'hui, j'espère bien que dans 50 ans, on continuera à les avoir chez soi. À les avoir chez soi, à les vendre et du coup qu'ils soient encore désirables. Oui, bon, ça me parle. On en a parlé tout à l'heure, juste avant de commencer la vidéo. Hein. Je suis assez sensible à ça, assez amateur de vieilles pierres et vieux mobilier. Si on part un peu sur le côté business, alors on a déjà un petit peu parlé comment est-ce que ça fonctionne, le cycle de production, le cycle marketing, comme ça, qui sont très spécifiques d'ailleurs au mobilier, enfin à votre métier. Une petite séquence qui a lieu depuis quelques mois, qui s'appelle le Covid, qui nous a un peu tous touchés. Je pense qu'on pourrait y passer quelques minutes, d'essayer de comprendre. J'imagine que pareil, ça a eu un impact sur votre activité, positif, négatif, simplement changé. Voilà, qu'est-ce que ça a eu comme impact sur Social Family? Alors ça a eu un fort impact, j'imagine, comme toutes les marques que tu reçois ici. Ça a eu un fort impact. Déjà, je dirais un impact très très court terme. Au moment du confinement, on a dû des impacts économiques certains et des impacts aussi pour l'équipe, puisqu'on a dû fermer notre boutique rue Saint-Fiacre. C'était extrêmement frustrant puisque le samedi, juste avant la fermeture, nous avons réalisé notre meilleur chiffre de l'année. Donc vraiment, toute l'équipe était super excitée et le lendemain, on leur a dit en fait, on doit fermer. Donc voilà, bien entendu, impact business également pour tout notre canal B2B, puisque les restaurants et les hôtels ont été fortement touchés. Des projets ont été repoussés. On a eu la chance d'avoir aucune annulation de projet, mais plus des décalages dans le temps. Ça a été rare. Voilà, mais donc très chouette. Réorganisation complète de notre manière de travailler, puisqu'on a mis tout le monde en télétravail pour bien entendu préserver la santé de l'équipe, et puis après parce que ça a été nécessaire avec le confinement. Et aujourd'hui, alors je pense qu'une grosse partie de l'équipe était bien équipée pour travailler en télétravail, mais les designers par exemple, ils ont des grosses tours avec des logiciels qui fonctionnent, donc on a fait déménager tous leurs ordinateurs chez eux pour qu'ils puissent travailler de manière le plus efficace possible et qu'ils soient bien équipés pour pouvoir travailler sur leur 3D. Donc ça a eu un impact certain. Également, je dirais que ça nous a apporté aussi pas mal de choses bénéfiques. Déjà, ça nous s'est pas mal remis en question sur notre manière de communiquer pendant le confinement, puisque je dirais qu'au bout de 2-3 semaines, ou après 2-3 semaines qui étaient assez compliquées en termes de chiffres, d'adaptation pour tout le monde, c'était un peu le chaos. Où rien ne s'est vendu en France. Où rien ne s'est vendu, et puis incertitude sur ce qui allait se passer. On était même sur notre manière de communiquer, on était là, est-ce que les gens veulent vraiment entendre parler de confinement? Ils en ont ou pas? Est-ce qu'on continue à leur communiquer, communiquer comme avant? Et en fait, au bout de 3 semaines, on s'est dit non, on arrête, on remet tout à plat. On a beaucoup de brainstorming avec toute l'équipe et vraiment je salue tout le travail de l'équipe contenu, community management, CREA qui se sont qui se sont challengés et qui ont inventé du coup des nouveaux formats. Donc on a inventé un format vidéo qui s'appelait Les Iconiques, où Constance interrogeait un expert du design depuis la maison dans laquelle elle était confinée, et donc chacun se prenait un peu en vidéo. Donc c'était un nouveau type de contenu très chouette. Avec Social Family derrière. Hein. Non, pas du tout. Non, vraiment on parlait d'iconique, d'iconique du design, que ce soit du luminaire ou du mobilier. On a aussi créé du nouveau contenu qui était du contenu plus conseil déco, puisqu'en fait les gens étaient chez eux, ils avaient aussi besoin d'inspiration. On voulait leur faire du bien. Et c'est quasiment le bon moment pour se poser des questions de tiens, ce canapé, ça se trouve, il y a peut-être un truc à faire. Exactement. Et donc du coup, on disait les gens sont chez eux, on va leur faire du bien à travers des belles images, à travers du contenu actionnable avec des conseils de décoration. Donc on avait publié une fois par semaine un contenu de conseil sur une typologie de produits ou sur une idée comment accessoiriser sa cuisine, quelle table basse choisir pour son intérieur, ce genre de conseils. Et puis aussi on a adopté un ton plus proche des gens et on a créé vraiment une proximité avec notre communauté qu'on n'avait presque pas avant, enfin moins avant. Et je pense que aussi on a très bien redémarré au déconfinement, mais aussi grâce à toute cette relation
qu'on a. D'accord, l'énergie qui s'est accumulée quelque part. Exactement, pendant ce confinement. D'accord. Tout le monde qui se dit, tiens, le jour où je sors de chez moi, je vais aller les voir. Exactement. Autre chose, je pense qu'en termes d'organisation du travail, donc avec Constance, on était peut-être à l'ancienne école, assez réfractaire à l'idée de faire du télétravail pour l'équipe, pourtant une équipe jeune qui était très demandeuse de télétravail. Et ça a super bien fonctionné. On a travaillé avec les outils que tout le monde utilise pour faire des visios tout le temps. On a essayé de dire à tout le monde de garder contact, pas que pour parler pro, mais essayer de prendre des cafés ensemble en visio pour garder le lien. Et ça a super bien fonctionné. On a eu une équipe derrière nous qui a joué le jeu malgré le chômage partiel, donc avec un nombre d'heures limitées de travail. Ouais. Ils ont gardé la motivation. Je pense qu'on a aussi essayé d'être le plus transparent possible avec Constance sur ce qui se passait, sur nos craintes, mais également notre ambition. On était très positive avec Constance. On a encore une fois, on avait au moment du confinement, on faisait la meilleure journée en boutique. Juste avant. Et les chiffres e-commerce étaient en train de vraiment croître à fond. On venait de lancer notre canapé Rotondo quelques semaines avant le confinement, qui avait déjà plu beaucoup de clients. Donc on était ultra optimiste avec Constance sur la suite des événements, mais il y avait quand même cette crise à laquelle il fallait faire face. Et une autre chose sur laquelle on a beaucoup travaillé, et c'est le Covid un peu qui a accéléré les choses, c'est notre relation avec nos fabricants, puisqu'il a fallu revoir avec eux, retravailler avec eux sur le minimum de quantité, travailler sur les délais, sur une flux logistique. Leurs propres problèmes, j'imagine, parce que vous n'êtes pas le seul client, mais tout le monde a le même sujet. Et nous, on a annulé aucune commande. C'était hyper important de garder, d'avoir on board nos fabricants. La plupart sont en Italie, donc eux, ils ont dû tout fermer au moment du confinement. C'était assez chaud pour eux. C'est quand c'est dur que tu crées des vraies relations. Exactement. Et donc nous, moi, je les avais au téléphone une fois par semaine pour essayer de prendre des nouvelles, pour savoir comment ça allait. Et donc on a retravaillé sur tout un calendrier de production. On a retravaillé sur des minimums de commandes qui étaient plus acceptables pour nous, avec moins d'engagement en termes de stock, mais qui du coup, eux, leur permettaient d'avoir des commandes régulières, pérennes. Donc je dirais que ça a été, finalement, le Covid, ça a été assez bénéfique pour nous en termes de pour repenser un peu notre manière de communiquer auprès de notre communauté, de se challenger sur le type de contenu qu'il fallait créer et retravailler toute cette relation avec nos partenaires et notamment nos fabricants. Super, donc ouais, si je comprends bien, grosse phase de remise en question, en tout cas on reprend le temps finalement grâce à cette période de se poser des questions qu'on ne se serait peut-être pas posées depuis. Et si je comprends ce que tu me dis, finalement il y a des choses que vous avez apprises, des manières de travailler que vous avez mises en place qui continuent à perdurer aujourd'hui en termes de justement relations avec vos fournisseurs, en termes d'organisation du travail. Voilà, qu'est-ce qui perdure ? Alors tout perdure. Comme je te disais tout à l'heure, avant qu'on démarre, je suis partie en Italie il y a un mois pour aller voir nos partenaires. Et c'est vrai que toute la relation qu'on a continué à créer pendant le confinement, ça s'est complètement ressenti quand on s'est revus. On était très très heureux de se revoir. Donc je pense que c'est dans ces moments compliqués qu'on soude des partenariats qui sont encore plus forts et c'est dans l'adversité qu'on arrive à renforcer tout ça. En termes d'organisation du travail aussi avec l'équipe, donc nous qui étions complètement réfractaires au télétravail, nous avons changé et nous avons décidé d'instaurer des jours de télétravail par semaine. Donc c'est en gros minimum 3 jours au bureau par semaine. Bon, en ce moment avec le Covid, nous avons décidé de rallonger ces temps de télétravail pour préserver la santé de chacun. Mais même en temps normal, hors Covid, nous allons garder ce système de télétravail parce qu'encore une fois, notre équipe nous a montré qu'on savait travailler en télétravail, qu'on était très efficace et puis c'est assez sain en fait, on travaille plus efficacement parfois en télétravail, on arrive à se garder des moments de production au calme et c'est vrai que nous dans notre équipe il y a quand même beaucoup de personnes qui travaillent sur de la production, je pense à notre plume qui a besoin de calme pour travailler, à une directrice marketing qui va faire un point de collection qui a besoin de calme aussi, donc voilà et je pense qu'aussi le Covid nous a permis
permis de rechallenger nos process pour les rendre les plus smooth possibles, les plus efficaces possibles. Et notre équipe opérationnelle a beaucoup travaillé sur notre ERP, par exemple, pendant le confinement et au retour du confinement pour rendre beaucoup de process beaucoup plus lean et être plus efficace. Et donc je pense que c'est des fondements très sains pour croître, puisqu'on redémarre très très fort depuis la fin de ce confinement. Donc au final, on s'en sort très bien, et aussi parce que c'est une industrie qui est plutôt épargnée, je dirais, puisque les gens ont été chez eux, les gens ont besoin de se sentir bien chez eux, et donc je pense que l'industrie du mobilier, des luminaires a moins souffert que l'industrie de la mode, par exemple, donc on en bénéficie, et donc je pense que ce moment où on s'est recentré sur des choses essentielles et on s'est remis en question va être bénéfique pour le long terme pour The Social Family. Après les 3 semaines où rien n'allait, voilà, et on reprend du poil de la bête, soudé avec une super équipe derrière soi et aussi des partenaires financiers. On a des actionnaires qui étaient très proches de nous pendant toute la période de confinement. Et ça, on n'en parle pas souvent, mais c'était chouette de pouvoir aussi bénéficier de conseils pendant tout le long de cette période qui était quand même assez complexe, puis sans pour autant avoir la pression parce qu'ils nous faisaient confiance sur notre gestion des hommes, gestion des affaires, et donc je pense que tout ça finalement c'est bien goupillé. On espère juste que ça va se terminer le plus vite possible parce que le moral de chacun commence à se sentir. On est tous très fatigués, même si tous excités par l'après, et on travaille déjà sur des projets bien entendu sur les prochaines années, mais bon, on aimerait bien que ça soit derrière nous quand même. Oui, je pense qu'on parle à beaucoup de commerçants, je pense que c'est un sentiment qui est évidemment assez partagé, sans parler de tous les commerces de proximité pour qui c'est encore plus difficile. Donc on espère aussi que ça va s'arrêter. En tout cas, vraiment hyper intéressant de comprendre un peu cette histoire d'une entreprise, je trouve, qui est assez hors norme dans sa manière de fonctionner, dans son histoire. C'est assez rare. Entreprise que je suis en plus depuis finalement assez longtemps. Et donc je te remercie d'être passé chez nous. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir de partager cette histoire. Et puis pour tous ceux qui nous regardent, écoutez, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour le prochain épisode de la série. On va donner la parole à un autre commerçant. N'hésitez pas en attendant évidemment à vous abonner, à partager sur les réseaux sociaux. Salut!